dans ce métier, il y a des quincailliers qui font la quincaillerie, c'est-à-dire que eux, ils s'occupent un peu de ce qui fait les enveloppes de votre téléphone comme ça, ce qui fait la glace et puis tout le reste. Et puis nous autres, on a la possibilité de venir nous occuper du soft. Vous voyez le soft? Les applications qu'il y a dedans. Donc c'est le clin d'œil que je fais à mon ami le docteur Fonga. Docteur Fonga est neurologue. Et nous, on dit toujours chez nous que les neurologues, c'est des câbleurs. Et nous, on envoie les chaînes qui sont dedans. Donc les câbles dont il vous a parlé, docteur Fonga, les câbles dont il a parlé, et tous ces câbles et tous ces systèmes-là, c'est vraiment du câblage. Mais vous payez l'abonnement chez ceux qui envoient la chaîne. Et dans certains cerveaux ici, il y a une chaîne qui dit « Je suis le champion du monde, je suis Jésus-Christ et je dois sauver ma famille de la détresse ». Il y en a qui se disent « Si j'arrête de travailler, le monde va s'arrêter de tourner parce que je suis le plus intelligent depuis l'école maternelle. J'ai toujours été le chef de classe. » Et on va voir tout à l'heure comment eux, ils vont nous aider à remplir les lits de nos hôpitaux et à faire une courbe qui va foncièrement chuter. Donc, on a mis des noms aussi grands, nosologiques, pour vous impressionner. N'ayez pas peur de ces noms. Ayez plus peur du psychiatre que du nom. Parce que le reste, ça va aller. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je tenais à vous le dire. Moi, je viens gâter ce qui a été fait, monsieur le recteur, monsieur le doyen. Je viens un peu gâter. Parce que moi, je pose la question, est-ce qu'on peut vraiment définir le burn-out? Est-ce qu'on peut vraiment le classer? Et puis on va voir les facteurs qui ont déjà été appliqués. On va parler de la clinique, mais on va un peu s'arrêter. Je vais aller un peu vite. On va s'arrêter un peu sur la prise en charge. Donc, moi, je pense qu'on est dans une question d'illusion. Quand on est dans le soft, on est aussi dans l'illusion. On est parti de Germinal. Si vous avez lu Germinal, pour ceux qui sont d'un certain âge, à un moment où on est dans un endroit où on tape sur des boutons et on a l'impression que tout va bien. Et dans cette transition-là, où tout nous paraît soft, finalement, les patrons ne sont plus sévères. Ils sont très gentils, les patrons, mais ils vous attendent au niveau de vos résultats. Regardez bien comment on vous évalue aujourd'hui. Le patron qui était le méchant ne veut plus prendre la méchanceté sur lui. Il établit ce qui s'appelle une sorte de grille de qualité, et c'est cette grille qui vous suit. Et quand la grille marche, vous êtes un champion. Quand elle ne marche pas, vous allez vous expliquer avec la grille. Donc vous ne rencontrez que des algorithmes qui vous parlent. Et on a vu en 2011, vous connaissez cette histoire de France Télécom. On a vu en une semaine, 10 jours, 7 personnes se pendre, pour la majorité, dans le bureau. Et on a vu des phénomènes où les femmes se pendent un peu moins que les hommes. Les femmes, c'est plus le poison et, disons, le médicament, les produits comme l'eau, le javel et tout. Les hommes, bon, les femmes tiennent compte de leur corps, même quand elles vont mourir. Merci, mesdames. Les hommes, un peu moins. Mais là, on a vu des choses se passer. On a vu des femmes se pendre dans les bureaux. Et ce qui s'est passé, c'est ce que va nous expliquer le professeur Mboye tout à l'heure. Parce que moi, je vais m'intéresser au logiciel dans la tête. Et le professeur Mboye, lui, psychologue du travail, des organisations, lui va s'intéresser au réseautage. C'est-à-dire que comment les cerveaux, les systèmes vont se connecter, comment les machines, nos cerveaux se connectent entre eux. Et donc, si on avance, moi je voulais demander, est-ce que le stress là même là, on peut l'éviter finalement? Parce que finalement, on est tendu tout le temps. Et je vous rappelle que quand vous bougez, comme je bouge ma main, vous le faites souvent volontairement. Quand vous respirez comme je fais maintenant, je peux le faire volontairement. Mais quand vous dormez, vous respirez de manière involontaire. Et il y a plein de choses comme ça. Quand vous mangez, vous mâchez volontairement, mais dès que vous commencez à déglutir, tout le reste est involontaire jusqu'aux toilettes. Et si c'est la diarrhée, vous n'avez même pas la volonté à ce moment. Je vous rappelle juste ça. Et donc ce système involontaire vous a été donné pour que même quand vous allez perdre connaissance, vous continuez à digérer et à faire comme un arbre. La sève circule, vous respirez et vous grandissez. Ça s'appelle un système nerveux végétatif. Son rôle permet d'échapper au danger. Quand le danger arrive, quel que soit le danger, vous dilatez vos narines, vous écarquillez vos pupilles, vous engagez une respiration forte pour produire de l'oxygène et le mettre dans les muscles et vous allez le plus loin possible. L'idéal est que ce danger soit ponctuel et que votre réaction soit proportionnelle au danger. S'il vous arrive que le danger soit permanent, comme le danger d'un patron qui peut vous gronder, qui peut vous chasser, qui peut détruire votre vie, s'il arrive que le danger soit ainsi, donc vous allez développer une sorte de réflexe à vouloir toujours vous défendre et vous allez donc maintenir trop haut la réaction de défense. Et Dieu sait que les défenses consomment énormément. Donc la peur qui dure trop longtemps s'appelle l'anxiété, c'est ça ici. Et puis ce qui s'appelle dépression, c'est quand vous savez que vous ne valez plus rien. Quand vous commencez à vous dire que c'est vous le problème. Et vous commencez même à vous dire à un moment qu'il vaut mieux arrêter de vivre, virgule, vos problèmes. Donc si la phrase définit par avec vos problèmes, vous croyez que c'est votre vie qu'il faut arrêter, ça s'appelle des idéations suicidaires. Donc j'ai voulu vous parler des classifications alors, parce que dans le monde, on a voulu à un moment donné, quand vous dites qu'il y a une maladie, qu'on puisse donner un nom, un numéro idéalement, pour qu'on puisse la rembourser. C'est un peu comme les militaires américains qui reviennent de la guerre du Golfe.
Et puis, ils commencent à battre sur leurs femmes, ils boivent et tout. Et puis, les femmes américaines se disent, mais nos maris n'étaient pas comme ça avant. La guerre les a détruits. Mais il suffit pas de donner le salaire, mais dédommagez-nous parce qu'on n'a plus les maris qu'on avait avant. Et on a appelé des psychiatres, on a dit, est-ce que ça c'est une maladie? Tant que ce n'est pas dans le livre des maladies, la liste des maladies, ce n'est pas considéré comme une maladie. Mesdames, messieurs, vous ne trouverez jamais burn-out dans une seule de ces classifications, celle de l'OMS et celle des Américains. Il n'y a pas burn-out dedans. Et donc, on a quand même fouillé, et en allant fouiller, vous allez voir qu'il y a des chiffres. Alors, la CIM-10, quand on dit CIM, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Classification internationale des maladies, 10e édition. Il y a une 11e édition qui est plus récente. Mais la 10e, c'est une expérience dont on veut la citer. Et donc, ils disent que dans le groupe Z, parce qu'il y a des groupes A, B, C, D jusqu'à Z. Alors, dans le groupe Z, et le Z56, c'est les difficultés liées à l'emploi et au chômage. Et dans ces difficultés, de Z55 à Z65, c'est donc les sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psychosociales. Donc c'est un gros paquet dans lequel, quand vous fouillez bien, le Z56, 5, c'est mauvaise adaptation au travail. Le problème avec ce genre d'appellation, c'est que ce n'est pas le travail qui fait problème, c'est toi qui ne t'adaptes pas au travail. Donc c'est encore toi qui es incompétent. Vous voyez, on vous donne une tâche, vous essayez de l'accomplir et vous n'arrivez pas, donc vous n'êtes pas adapté. Ou alors vous ne parlez pas avec vos collègues, donc vous n'êtes pas adapté aux collègues. Vous voyez, c'est vous encore le problème. Donc c'est un peu accusateur et c'est la difficulté qu'on a encore avec les classifications et tout le reste, désaccord avec le supérieur et les collègues. Bon, donc difficulté de santé liée au désaccord avec le... Donc on a fragmenté tellement ça qu'on ne trouve pas une seule chose qui va regrouper tout le paquet que Dr Mekou nous a bien décrit tout à l'heure, qui montre un peu les questions émotionnelles, dépersonnalisation et consorts. Alors, donc ici c'est Simone Veil. Je pense que je vais lire la citation pour qu'elle nous parle. C'est un état d'épuisement. Donc l'état d'épuisement est le fruit de la rencontre. N'oubliez pas la rencontre. Tout commence par une rencontre. Même un mariage commence par une rencontre. Et donc la rencontre entre l'individu et la situation, c'est l'interaction toujours. Donc c'est les deux qui sont complexes. Et il faut éviter simplement de dire que c'est l'un ou l'autre qui fait problème. Généralement, c'est les deux. Parce que dans le même environnement de travail, dans la même université de Tchang, vous aurez des enseignants qui sont totalement adaptés. Ils aiment quand ça court. Ils courent et ils sont à l'aise. Quand ça arrête de courir, ils sont malades. Il y a des gens, les congés, ils viennent quand même regarder si le bureau va bien. Est-ce que ça va ici? Je venais seulement vous saluer. À la retraite, ils viennent quand même un peu encore. Et c'est pas forcément parce qu'on les paye plus. C'est juste que on les dérange chez eux, je sais pas, bon bref. On peut enquêter dessus, hein. On peut faire un travail dessus et ce serait pas mal de savoir quand même. Mais il y a des gens qui se nourrissent de cette production. On va un peu en parler tout à l'heure. Pendant qu'il y a des gens qui vont en souffrir. Donc ça dépend un peu de comment la personne est. Mais ça va dépendre aussi de comment la situation est. On pourra en parler. Donc, maintenant, les facteurs de risque, n'oubliez pas, nous, quand on ne sait pas les causes des choses, on fait une liste de choses, on fait une liste et on dit, voilà ce qui apparaît chez 95% des gens qui ont ça. Donc, si ces choses apparaissent et qu'elles n'apparaissent pas elles apparaissent très peu chez ceux qui n'ont pas ce problème, c'est que ces choses-là sont des facteurs classés comme augmentant le risque. Et donc, il y en a donc qui sont liés à l'individu, d'autres qui sont liés au travail. Donc, le perfectionnisme fait partie des choses qu'on enseigne dans la base. On apprend aux gens à bien faire, à bien nettoyer. Plus vous montez, plus on corrige le C cédille, la cédille que vous avez oublié, le S, le E muet. Et quand vous avez fait ça un certain nombre de fois, votre œil sait reconnaître là où il y a le problème. L'œil voit plus le problème que la solution. Et on traque le problème. Et plus on traque, plus on monte en grade. Plus on monte en grade, plus on est bon, plus tout le monde vous félicite. Et il y a donc des gens qui, même dans leur intimité, n'ont pas le moment de relâchement nécessaire. Et tant que ce n'est pas fini, tant ils ont laissé un dossier sur le bureau, ils partent avec la culpabilité de n'avoir pas terminé ce qui leur est confié. Ne parlons pas de l'abnégation. Ce truc-là qu'on enseigne à l'église, qu'on apprend dès l'enfance, quand la maman vous dit « lève-toi pour que ton grand frère s'asseye ». Tu n'as pas vu que ta tante va aider à porter le sac. Des choses qui sont très humanistes et très philanthropes, qui nourrissent bien sûr notre foi, judéo-chrétienne et tout, mais qui peuvent être pour nous des vulnérabilités quand on est avec des collègues qui bossent pas et qui nous transfèrent toute leur pression. Ou quand on est avec des gens qui ont du mal à se donner au même rythme que nous. Imaginez l'équipe du Cameroun qui joue bientôt, avec un joueur au milieu du terrain qui lui, il dégage et il reste là. On dit mais cours. Et donc il y en a un qui est obligé de jouer pour 1,5. À la fin du match, il y a quand même un gars qui fera pas le troisième match parce qu'il est fatigué et l'autre qui va dire non mais moi j'ai joué 3 matchs, je suis encore sur pied. Vous voyez, donc c'est l'abnégation, c'est surtout donc le mec qui va, lui, aller toujours au bout. Il y a des gens un peu addicts au travail. C'est quoi l'addiction? Je sais pas. L'addiction, c'est comme l'amour. Quand on est amoureux, on peut emprunter pour donner. On peut emprunter les vêtements. Quand on est amoureux, on perd le contrôle, on change même d'accent.
Et donc il y a des gens, tant qu'il y a le travail, ça les nourrit quelque part. Et le problème de l'addiction, c'est que quand tes copains te disent la fille est en train de te bouffer ton argent, tu ne t'en rends pas compte. Quand tes amis te disent que le gars là est en train de te tromper, il boit, il fume, laisse-le. Tu ne vois pas jusqu'au jour où tu guéris de ton addiction. Et donc c'est comme ça avec le travail. Quand ton épouse te dit tu travailles trop, tu ne dors pas assez, tu es trop là-bas, machin, et que toi tu veux tes publications et tout le reste, ben tu y vas. C'est l'addiction et c'est bien. Et l'addiction est comme la passion. Elle a l'avantage d'être un anesthésiant. C'est finalement quand le système va lâcher que tu te rendras compte que ben, tu as perdu quelque chose. Donc il y a des gens qui ont aussi des difficultés à gérer le stress parce que leur niveau de tolérabilité est un peu faible. Et puis ne parlons pas des gens qui sont hyperactifs, qui ont du mal à être à un seul endroit. Ils arrivent et ils sont partout en même temps. Ils veulent installer les chaises en même temps qu'ils installent ceci. Non mais attends, toi aujourd'hui, écoute, tu es chef. En tant que chef, tu t'assieds d'abord, monsieur le président, monsieur le ceci. Un clin d'œil à professeur Mboé qui est le président de la Société camerounaise de psychologie et que je voudrais qu'on applaudisse, je vous en prie. Donc, ça m'assure aussi que vous écoutez, que vous êtes encore réveillés. Parce que ceux qui n'ont pas applaudi, merci aussi. Donc, environnement de travail maintenant. Donc, j'ai mis 3 choses. J'ai préféré ne pas m'aligner trop dessus parce que le prof va arriver tout à l'heure et donc lui va beaucoup parler de ça. Il y a les questions d'organisation, il y a les questions des conditions et puis il y a les questions de reconnaissance. Parce que la gratification qu'on donne ici, si on te gratifie bien, ça entretient une part de ton plaisir à être là. Donc, quand il n'y a pas de plaisir, l'accomplissement de soi, effectivement, finit par se planter. J'ai voulu évoquer ça et le prof va bien voir ça. Ici, c'est un modèle qui explique un peu, il y a plusieurs modèles. J'ai choisi celui-ci parce qu'il m'a un peu parlé. C'est un modèle qui explique un peu comment est-ce que les souffrances s'installent. Donc, regardez bien. Là, on a la marge décisionnelle, c'est-à-dire que le niveau de décision qu'on a. Et là, en haut, on a la pression psychologique. C'est un tableau à 2 entrées. La pression psychologique, modèle de Karasek. Et donc, la marge décisionnelle, c'est est-ce que je peux décider d'arriver à 9h ou à 11h ou à 14h. Moi, dans mon service où je suis chef, si j'arrive à 8h45, c'est difficile que l'infirmier me demande pourquoi je suis là à 8h45. Je crois que même mon patron souvent me dit, il y a eu un problème. Vous voyez comment il me demande pourquoi je suis en retard. Il y a eu un problème. Et moi, je lui dis, ma voiture a eu du mal à démarrer. Hein? Et il sait que je raconte des bobards, mais bon. Hein? Donc, marge décisionnelle. Alors, il y en a qui l'ont faible parce qu'ils ne peuvent pas décider. Et il y en a qui l'ont élevée. La pression psychologique, il y en a qui l'ont faible, il y en a qui l'ont élevée. Donc, ce bonhomme-là, lui, il décide de rien. Il décide pas de l'heure où il commence à balayer, mais en plus, il n'a pas vraiment de pression psychologique parce qu'il balaye à 11h, il est assis sur le manguier, il attend. Quand il termine, à 14h, il vérifie qu'il n'y a pas les papiers et à 15h29 minutes, il est devant le portail. 15h30, paf, il est parti. Donc, il n'a pas beaucoup d'argent, mais bon, voilà. Il y a cette dame-ci qui, elle a une marge décisionnelle très élevée. Elle peut arriver à 11h parce que ce jour-là, le climat n'était pas bon et tout. Et elle n'a pas de pression psychologique du tout. C'est très rare, hein, parce que même là-haut, on a la pression psychologique des résultats de l'entreprise et tout ça. Mais bon, considérons que ça existe, ce modèle. Et puis ici, on a des gens qui ont une pression psychologique qui est élevée, donc ils ont besoin de résultats, et qui ont une marge décisionnelle élevée. C'est souvent le middle management ici, là. Ils sont souvent sous-directeurs de, chefs de service de. Ils sont là au milieu, donc on les gronde pas trop. Mais les algorithmes les regardent. Les algorithmes, vous voyez, F de X, machin, ça les regarde. Et ils ont la pression quand ça descend sur eux, là, c'est eux qui portent souvent la boîte. Et puis là en dessous, il y a celui qui a une pression psychologique élevée et celui qui a une marge décisionnelle faible. Il est un peu là, je sais pas trop pourquoi on l'a dessiné comme ça, mais c'est pas moi qui ai fait le dessin. Si quelqu'un se reconnaît là-dedans, on peut gommer et enlever le truc au-dessus de sa tête pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Donc, j'ai voulu m'arrêter aussi sur Freudenberger, que Dr Mekula a cité tout à l'heure. C'était pour vous mettre des citations, mais on va passer. Et donc, j'ai voulu qu'on parle aussi des manifestations cliniques. Il n'y a que 3 axes. Moi, je pense que, comme on a dit plein de choses, pour qu'on retienne facilement, on va juste se dire qu'il y a un épuisement émotionnel. Je voudrais vous dire que l'être humain, dans le soft, il a ce qui fait son intelligence, qui traite l'information de la périphérie. Il voit des choses arriver, il y réfléchit, il s'en fait un certain nombre d'idées. Juste en dessous, ce qu'il va penser au-dessus, va agir sur ce qu'il ressent. Et ce qu'il ressent, c'est essentiellement 5 choses. C'est la colère, c'est la joie, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est le dégoût. C'est 5 choses essentiellement. On peut en ajouter, mais c'est 5 choses essentielles. Et les 2, pensée, émotion, vont produire en périphérie ce que vous appelez le comportement, de l'agressivité, du repli sur soi, de l'évitement et tout ce que vous voulez. Donc, on génère la pensée. Ça veut dire que si je suis croyant, je peux regarder la nourriture et me dire, je suis en train de jeûner, et ça ne me gêne pas de ne pas manger, parce que je mets une traduction qui est comme ça. Mais si j'ai été engueulé 4 fois par mon patron, il est possible que le tampon qui faisait que je n'aille plus directement à la colère saute.
et que je sois dans un réflexe de colère qui fait que dès que je rentre là, même sans qu'on me parle, je me sens déjà en hyperpnée, je respire beaucoup, j'ai le cœur qui bat et tout le reste. Donc l'épuisement, le mot épuisement, ce n'est pas comme la fatigue, c'est que les ressources qui faisaient tampon, qui amortissaient et permettaient que quelqu'un pouvait, un bensikineur pouvait t'insulter et tu le regardais, tu faisais et tu passais. Ça n'existe plus. Maintenant, on te retrouve devant le campus en train d'insulter le bensikineur, mais c'est pas lui le problème. C'est que tu n'as plus les ressources. Alors je veux revoir cette dame à qui on dit souvent à la maison que tu es devenue, depuis qu'on t'a nommé, tu te prends la tête, tu es devenue agressive. Parce qu'elles n'ont plus la ressource. Et Dr Mekoulo l'a dit dans son étude, quand elle a 4 enfants et qu'elle fait une journée qui commence à 4 heures et finit à 2 heures du matin, c'est quand même compliqué sur la durée. Et comme il y a les standards féminins sont très hauts, on va s'arrêter là-dessus, mais la question de l'épuisement, il faut bien la lire. Et puis la dépersonnalisation, c'est un peu la déconstruction de 2 choses. Le caractère qu'on a, on sait que lui il est bavard, lui il est amical, lui c'est un caractère. Et le tempérament, ça veut dire en général quand on le bouscule, comment il se repositionne. Est-ce qu'il est évitant? Est-ce qu'il est confrontant? Et donc on voit quelqu'un se déconstruire, il n'est plus lui-même. On a juste l'impression que c'est la même enveloppe, mais dedans on n'a plus la même personne. Donc c'est ça la question de la dépersonnalisation. Et ensuite, cette question de la réduction de l'accomplissement de soi, c'est un peu le self-esteem, ou l'idée qu'on se fait de soi, la grandeur qu'on se donne à soi. Donc quand on commence à la perdre, et qu'on ne se projette plus dans le temps, il y a quelque chose qui va ressembler à la dépression, au découragement, aux envies d'abandon, et à tout le reste. J'ai fait exprès de mettre ça flou, parce que je me suis dit que si je vous mettais tout ça, vous aurez eu des maux de tête, et mon ami Dr Fongan vous aurait reçu à sa consultation. Je viens de vous éviter quelque chose. Retenez simplement qu'il y a émotion, intellect et physique. On va retenir que c'est ça un peu, mais c'est ici qu'on va travailler essentiellement. Allons à la prise en charge. Je vous l'ai déjà dit, c'est les pensées qui induisent les émotions. Si je pense d'une certaine façon, j'ai le ressenti qui va suivre, et puis je vais produire un comportement en périphérie. Donc nous allons essayer de casser. Parce que font les publicitaires? Quand on vous fait une publicité dans la rue, on vous met un produit comme celui-ci, on met le visage de Samuel Eto'o ou d'un autre, une autre star que vous aimez ici, je ne sais pas bien, à côté, et quand vous allez mélanger les deux dans votre cerveau pendant un certain temps, au supermarché, sans le vouloir, vous sentirez du bonheur à vous acheter un produit qui vous sert à rien. C'est juste, il y a des profs de marketing dans la salle, je ne vais pas oser aller plus loin que ça parce que je risque de me faire kidnapper avant la sortie, mais je pense que j'ai déjà dit ce que je voulais, merci. Donc, c'est ça le principe. Donc, si chaque fois que j'arrive au travail et qu'il y a réunion, et que chaque réunion, vous répétez un certain nombre de facteurs stresseurs, comme a dit Dr Fongan, ben à la fin, vous allez produire un réflexe un peu à la Pavlov dans mon cerveau. Et donc, le simple fait de voir ces événements va déclencher, en fait, des sécrétions de tout ce qu'on a dit, et une production comportementale que vous aurez du mal à prévoir. Même moi, je vais dire, je m'étais pourtant dit que je vais plus m'énerver, mais j'ai dû le faire. Je m'étais pourtant promis mais je n'arrive pas. Parce que c'est des réflexes. On va pas je vous ai dit que ce système-là, c'est le système végétatif. Vous ne pouvez pas le commander. Il est automatique. Et quand lui commence à faire automatique, il coupe complètement la volonté et vous n'avez plus moyen de pouvoir décider. Ensuite, donc maintenant, pour la prise en charge, bien sûr qu'il y a de la prévention. On a cité tout ça. Il y a tous les ajustements, l'hygiène mentale, l'hygiène. On connaît beaucoup l'hygiène physique. L'hygiène physique, maintenant, ça va même très loin, on pose les ongles, on fait des trucs. Mais l'hygiène mentale, c'est quoi? C'est comment je dors, comment je mange, comment je bois, comment je me repose, comment je me divertis. Le simple fait d'avoir monté la falaise hier, ça m'a fait voir des choses que je ne vois pas souvent. Moi, j'ai l'habitude de voir des bensikineurs qui font des trucs bizarres. Mais depuis là, presque 24 heures, je vois des choses différentes. Et je pense que quand je vais rentrer, j'aurai juste l'impression de nettoyer un peu le cerveau. Donc le congé n'est pas forcément d'aller dormir pendant 30 jours, mais c'est peut-être de changer d'activité pour mobiliser des zones du cerveau qui n'ont pas l'habitude d'être mobiles et qui vont donc diluer la souffrance des autres zones. Et quand vous revenez, vous avez juste l'impression que vous allez mieux. C'est pour ça qu'on demande de voyager, d'aller au village, de changer d'endroit et tout le reste. Mais ça, j'ai laissé ça dans un mécolo parce que le Dr Mekoulo a dit beaucoup de choses ici. Moi, je vais dans ce qui me plaît ici, le modèle biopsychosocial. Parce que l'homme est un corps. La quincaillerie, n'oubliez pas, quincaillerie c'est plus facile. L'homme est un logiciel, un ensemble logiciel psycho, et l'homme est une connexion avec les autres. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler en une diapo, en disant qu'on peut donner des médicaments pour casser tout ce que Dr Fongan nous a cité comme hormones qui montent et qui descendent. On peut les casser, en fait, en mettant des médicaments bloquants, qui empêchent la sécrétion de ci ou ça. Donc on peut casser l'anxiété, on sait comment le faire. On peut casser la dépression, sauf que la majorité des choses qui cassent l'anxiété induisent aussi la dépendance. La première chose qui casse l'anxiété, c'est quoi? C'est l'alcool. L'alcool, le plus grand antidépresseur qui existe.
rapide et qui donne le courage à tous les timides, mais qui rend dépendant, qui détruit le cerveau, qui rend dépendant. Retenez quand même ça, retenez la fin. Rend dépendant. Parce qu'avant, vous étiez très concentré. Quand j'ai dit dépendant, vous avez zappé. Mais attention. Effectivement, tous les grands timides savent qu'en prenant un peu d'alcool, ils se sentent mieux. Mais c'est dangereux. Maintenant, la psychothérapie, alors à quoi ça va consister? Je donne juste 3 lignes. La première ligne, c'est que il faut qu'on amène la personne à se regarder. Le problème que nous avons, c'est que nous ne nous voyons pas. Notre esprit a tellement d'angles morts qu'on ne se voit pas. On fonctionne et on ne se regarde pas être, se regarder être. C'est-à-dire que se décentrer de soi et se demander pourquoi je suis ainsi. Qu'est-ce qui me rend ainsi? Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que je peux refaire? D'ailleurs, tout le travail des thérapeutes est une arnaque. Moi, je suis psychiatre à l'hôpital La Quintini depuis 2014. Ça fait 20 ans, 10 ans bientôt, 20 ans, je commence à vieillir quand même. 10 ans bientôt, je compte mal. Et je me suis rendu compte d'un truc bidon que je vous raconte. Quelqu'un arrive avec son enfant de 19 ans. Il s'assied, il paye tout, il s'assied, il me dit en consultation, docteur, je ne comprends pas mon fils qui a 19 ans. Et moi, je me dis, mais on va rester ensemble 15 minutes. Tu veux que moi, en 15 minutes, je t'explique un gars que tu n'as pas que pendant 19 ans, quoi. Et les gens, ils reviennent quand même, quoi. Au point de me donner les cheveux blancs, ils reviennent. Donc, venez vous faire arnaquer. Ça marche, hein. Mais la vérité, c'est que ça aide les gens. Parce que j'ai l'avantage à ce moment-là, alors je vous donne mes avantages à ce moment, c'est que j'ai une certaine neutralité. Je ne suis pas le père de ce gars. Donc il y a des trucs qu'il peut me dire qu'il ne dira pas à son père. Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son pasteur. Donc même s'il savait qu'il a un comportement délictueux, il va m'en parler. Je ne suis même pas un policier, je ne suis pas un journaliste. Et je lui garantis le secret. Je lui garantis de la bienveillance dans la neutralité. Donc cette distance que j'ai, qui a l'air d'être une naïveté qui vous a amusé tout à l'heure, est un avantage. Et donc il faut parfois utiliser cet avantage-là. Et c'est pour ça que l'autre, qui peut être mon épouse, qui peut être mon fils, peut me renvoyer des informations d'une naïveté qui va finir par me dire, est-ce que je fais bien de courir ainsi? Est-ce qu'un enfant de 5 ans préfère un billet de 10 000 à une présence de papa pendant 15 minutes? Et donc l'analyse fonctionnelle, c'est d'aller s'analyser comme font les programmeurs informatiques. D'aller regarder ce que vous faites pour vous écrire votre logiciel. Ensuite, la désensibilisation, c'est parce qu'il y a des traumas, des choses qui sont fixées, comme on disait tout à l'heure, le produit et le visage de la star. Donc moi, chaque fois que je vois la salle de réunion, je ressens ceci. Chaque fois que je vois le patron apparaître, je ressens telle chose. Et donc ces réflexes-là, il faut arriver à les casser, désensibiliser et reprogrammer. On sait le faire. Hein. Dans les TCC, on sait, les thérapies cognitivo-comportementales, on sait le faire. Et puis, docteur Possum-Boué, la systémique d'entreprise. Donc la question de la sociothérapie maintenant, c'est la pause. C'est quoi cette pause? On a un peu évoqué tout à l'heure. Cet équilibre vie privée, vie professionnelle, et le docteur Mekoulo en a parlé. Et puis le pronostic en général est favorable. Je pense que j'en reçois beaucoup. On en reçoit beaucoup. Mais le problème du burn-out, c'est que les signes sont tellement non conventionnels qu'on voit des gens plutôt qui ont mal derrière la tête, qui perdent les cheveux devant. Qui vont grignoter tout le temps au bureau, parce que grignoter, manger, ça rappelle un peu l'allaitement maternel. Dès qu'on prend et qu'on boit ou qu'on fume ou fait un truc, ça touche toute une zone qu'on a commencé à stimuler dès la naissance et ça inonde de bonheur là-haut et ça peut donner l'impression qu'on va bien. Je vous remercie.